Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Comme chaque soir, je compte sur votre soutien pour diffuser au mieux ce journal, alors pensez à cliquer sur le pouce en l'air et à nous écrire dans les commentaires pour augmenter notre visibilité que YouTube met bien sûr en veilleuse. Au programme, retour sur ce gouvernement qui ne vient pas. Après la chute de Bayrou et l'arrivée de Lecornu, le casting de ministre peine à arriver. Un symbole d'une équation insoluble, sauf à voir le président de la République partir. Et nous partirons justement ensuite aux États-Unis pour découvrir le portrait de l'assassin présumé de Charlie Kirk, un portrait qui tranche avec ce que les nouveaux médias du système en ont dit. Et puis nous reviendrons ensuite sur les obsessions autour de la voiture électrique. Confrontée à la réalité, l'Union européenne semble enfin freiner ses exigences. Président cherche gouvernement désespérément. Après avoir passé 51 jours sans Premier ministre pour finalement hériter de Michel Barnier et avant François Bayrou, Lecornu vient de passer sa première semaine sans aucun ministre. Un casse-tête qui pourrait donner de mauvaises idées au président de la République. Le point tout de suite. À quelle sauce les Français vont-ils être mangés par Lecornu ? Une semaine après le remplacement du Béarnais François Bayrou par l'ancien ministre des Armées, le pays se passe toujours de gouvernement en bonne et due forme, si tant est que la formule convienne. En réalité, les exécutifs successifs sont de plus en plus difficiles à assembler. Car si la soupe est bonne, les coups à prendre sont chaque fois plus nombreux. Ainsi, Sébastien Lecornu, à peine en place à Matignon, doit déjà faire oublier les casseroles de son prédécesseur. Dans ce cadre, la proposition de François Bayrou de supprimer 2 jours fériés pour les Français afin, disait-il, de libérer 4 milliards d'euros a déjà été rayée de la carte. À la place, le nouvel arrivé a annoncé couper certains avantages à vie de plusieurs anciens premiers ministres. Gain de l'opération, 4 millions d'euros. Toujours ça de prix, certes, mais surtout une petite touche populiste pour se tailler une popularité facile. À noter que la protection policière des anciens locataires de Matignon coûtait elle seule près de 3 millions d'euros par an. Et l'on est en droit de se demander si Édith Cresson, 91 ans, au hasard, a vraiment besoin de policiers pour se protéger. Même si nous avons appris grâce à Yael Braun-Pivet que ces derniers avaient des compétences bien plus larges qu'on ne l'imagine, comme la prise en charge de poulaillers. Toujours est-il que si cette économie ne sera pas de nature à redorer la note de la France auprès des agences, elle pourrait calmer certaines colères sociales en passe de s'exprimer le 18 septembre. Une mobilisation que les syndicats promettent plus suivie que pour Blocontout du 10 septembre, comme le disait Marie-Lise Léon, la patronne de la CFDT. L'idée est pour la CFDT de aussi continuer de peser sur le budget, la préparation du budget. On a bien compris que les discussions se faisaient avec les formations politiques. Mais pour la CFDT, c'est hors de question que ce soit le monde du travail qui paye la question de la réduction du déficit. Et donc, on lui a réaffirmé qu'on était plus que jamais motivés pour aller dans la rue et que nous réussirons la mobilisation du 18 septembre. C'est donc un bras de fer qui s'engage d'ores et déjà avec le Premier ministre, dépourvu de ministre. Car avec Emmanuel Macron comme président, pas facile de s'entourer quand on est locataire de Matignon. En effet, depuis les élections législatives consécutives à la dissolution décidée par Emmanuel Macron en 2024, les ministres sont une denrée rare. D'abord, il faut éliminer les personnalités en prise avec des affaires judiciaires, un premier tamis exigeant auquel certaines figures parviennent toutefois à résister. Les déclarations de patrimoine sont aussi scrutées de près, visiblement de plus près que celles du président de la République, dont les estimations de la Maison du Touquet ont depuis suscité quelques interrogations et réajustements. Arrive ensuite le principal, le message politique. Faut-il donner des gages à tel ou tel camp ? Avec qui faire des compromis ? Pour quels intérêts ? Les questions ne manquent pas. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'exécutif peine à se reformer. Car en réalité, l'équation consiste à juguler la colère sociale tout en montrant patte blanche au marché financier. Jusqu'ici, Emmanuel Macron est parvenu à naviguer, mais le champ des possibles s'est considérablement resserré. D'abord au vu du nombre de députés du camp présidentiel. Impossible de les rendre majoritaires au gouvernement. Certains cadres, les Républicains, sont eux compatibles, comme on l'a vu avec Bruno Retailleau, mais ils n'apportent pas de réelles assises dans l'hémicycle. D'ailleurs, même la confiance à Bayrou n'a pas été unanime. La participation du RN au gouvernement reste une éventualité bien peu probable, car les autres membres refuseraient d'y être associés. Reste alors l'hypothèse de transfuge de gauche. Ces derniers n'iraient alors ni dans le sens des économies esquissées par le pouvoir, ni dans le sens des marchés, ni même dans celui d'une grande partie des Français. Peu probable donc aussi. Emmanuel Macron pourrait alors être tenté de réunir un gouvernement technique, mais globalement, ces 7 dernières années ont déjà montré qu'il n'avait pas de
technicien efficace sous la main. Tout porte donc à croire que le nouvel attelage n'apportera rien de bon et qu'Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu miseront donc sur la diversion, une diversion qui se conjuguera avec les premières amours du président, la guerre, à moins de l'en empêcher par un blocage institutionnel le conduisant à une seule et unique sortie de crise possible, sa démission. L'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk continue de secouer les États-Unis et d'interpeller dans le monde occidental, tandis que le profil de son meurtrier présumé laisse entrevoir une affiliation claire à la mouvance antifasciste et woke. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. Cela fera bientôt une semaine depuis que le jeune influenceur américain conservateur Charlie Kirk a été assassiné durant une réunion publique. Les réunions publiques qu'organisait Kirk étaient un type d'événement très courant aux États-Unis, avec un débat ou une confrontation entre l'orateur principal et ses contradicteurs, même si ces échanges n'aboutissaient pas toujours aux clashs qui sont largement popularisés sur les réseaux sociaux. Après plusieurs jours de chasse à l'homme et de recherche du sniper qui a abattu Kirk, et l'appréhension de plusieurs suspects, il semblerait que les forces de l'ordre aient arrêté le meurtrier présumé, Tyler Robinson, un jeune homme de 22 ans. La presse mainstream française fait en tout état de cause preuve d'une candeur déroutante dans le traitement médiatique du profil de Tyler Robinson, l'assassin présumé de Charlie Kirk, parvenant à produire des articles de presse dans lesquels elle explique que les motivations de Robinson sont mystérieuses ou incertaines. Et pourtant, les inscriptions antifascistes retrouvées sur les douilles, sur le toit duquel le sniper a tiré, ne laissent guère de doute sur les motivations politiques de cet assassinat, s'il s'avère que l'enquête corrobore la validité de ces pièces à conviction. Par ailleurs, la presse américaine fait état du fait que Tyler Robinson vivait en colocation avec une personne de sexe masculin en cours de transition, c'est-à-dire de changement de sexe en vue de devenir une femme, et que Robinson entretenait une relation intime avec cette personne. Or, étant donné que la victime, Charlie Kirk, était connue pour ses prises de position contre les revendications politiques des personnes dites LGBT, cela pourrait constituer un mobile concret à l'assassinat de Kirk. En tout état de cause, cet assassinat politique s'inscrit dans une tendance désormais assez répandue dans le monde occidental, où les personnalités politiques conservatrices sont de plus en plus la cible d'attaques physiques et de tentatives de meurtre. On se souviendra des tentatives d'assassinat de Donald Trump durant sa campagne électorale de 2024, mais aussi de l'attentat par balle qui a failli coûter la vie au Premier ministre slovaque Robert Fico, ou bien encore l'attaque violente dont a été l'objet le député néerlandais Thierry Baudet fin 2023 lorsqu'un jeune antifa lui a asséné des coups violents à la tête avec une chope de bière, et plus récemment l'agression dont a été victime le favori des prochaines élections législatives tchèques, Andrej Babiš, attaqué au visage avec une béquille par un individu durant une réunion électorale. Notons aussi qu'il a pu arriver que les figures progressistes ou mondialistes fassent l'objet d'attaques, avec notamment l'agression violente en 2022 du mari de Nancy Pelosi, alors présidente démocrate de la Chambre des représentants aux États-Unis. La France, qui a connu des vagues d'attentats islamistes ces dernières années, semble pour le moment relativement épargnée par ce phénomène de violence ciblée contre des politiques de premier plan, les derniers épisodes marquants dans ce domaine remontant à Action Directe dans les années 80 ou à l'OAS dans les années 60. Cela ne saurait toutefois conduire à l'idée que les violences politiques ne guettent pas la France, et on se souviendra notamment des centaines d'antifas réunis à Paris sur la place publique pour se réjouir de la mort de Jean-Marie Le Pen. En attendant, de nombreux citoyens américains qui se sont publiquement réjouis du meurtre de Charlie Kirk, qui, faut-il le rappeler, était marié et père de 2 enfants, ont perdu leur emploi. En effet, des groupes de militants républicains s'efforcent d'identifier les personnes s'étant publiquement réjouies de la mort de Kirk pour ensuite faire pression sur leurs employeurs. Une sorte de contre-attaque à la cancel culture en vogue depuis une décennie et qui ne semblait pas, elle, choquer outre mesure les partisans du mainstream libéral. Une tendance qui reste toutefois indicatrice de la fragilité des sociétés occidentales, de plus en plus fracturées et promptes à régler leurs différends politiques avec la mise à mort sociale ou la mise à mort tout court de l'adversaire politique. On notera par ailleurs l'émergence de théories alternatives sur l'assassinat de Kirk, certains médias mainstream distillant l'idée que Robinson était peut-être lié à des mouvances d'extrême droite suprémacistes qui étaient hostiles à Kirk. On observe aussi des remous au sein de la galaxie MAGA,
Échaudé contre Trump, notamment en raison du fait que le président américain a refusé de divulguer les dossiers classifiés relatifs à l'affaire Epstein, certains comme Steve Bannon affirmant que des mensonges entourent l'enquête sur l'assassinat de Kirk, voire s'aventurent à évoquer une implication israélienne en raison des critiques récentes de Kirk à propos des actions de l'État hébreu dans le conflit à Gaza. Autant de théories qui pour le moment n'ont pas été étayées de façon convaincante, mais qui sont assurément elles aussi le reflet des fractures de la société américaine. De son côté, Donald Trump a déclaré qu'il souhaitait classer la mouvance Antifa comme une mouvance terroriste, ce qui pourrait rassurer une bonne partie de sa base. Reste à voir quelle largeur aura le champ de la définition de la mouvance Antifa, étant donné que les mesures restrictives et sécuritaires peuvent souvent se retourner contre des cibles inattendues au départ. Une chose semble toutefois certaine, l'écho de la balle qui a ôté la vie à Charlie Kirk n'a pas encore fini de résonner. L'Union européenne a deux doigts de découvrir le pragmatisme. Alors que la voiture électrique ne démarre pas, Ursula von der Leyen a rencontré des industriels. À l'issue, la présidente de la Commission européenne a revu sa copie sur le tout électrique. Renaud de Bourleuf. Ralentisseur pour la voiture électrique. Vendredi, Ursula von der Leyen a reculé sur l'interdiction des ventes des véhicules neufs à moteur thermique prévue pour 2035. Une réunion dite de dialogue stratégique s'est tenue à Bruxelles avec des représentants du secteur automobile, constructeurs et équipementiers. La présidente de la Commission européenne a accepté d'accélérer le calendrier de l'examen de la clause de revoyure concernant cette interdiction, clause initialement prévue pour 2026. Bruxelles pourrait ainsi faire une proposition d'ici à la fin de cette année sur des éléments de flexibilité. Alors que le secteur automobile européen est paralysé entre la pression pour abandonner les véhicules thermiques et le rejet des clients vis-à-vis de l'électrique, les constructeurs pourront ainsi gagner du temps. Pierre Chasseret, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes, y voit un signal positif. C'est la victoire du pragmatisme sur l'idéologie. On savait tous très bien que le scénario 2035 plus de thermique, ça tenait absolument pas la route. Et heureusement, l'Europe remet un petit peu de bon sens là-dedans. Ce qui m'effraie, c'est de regarder quand même le temps qu'il aura fallu pour se rendre à l'évidence. Nous, à 40 millions d'automobilistes, on a toujours été convaincus que c'était pas jouable. Donc comment ça se fait qu'on ait perdu autant de temps alors qu'on aurait pu continuer à faire progresser les véhicules thermiques? Ça qui m'inquiète. En fait, on se trompe de combat. Le combat, on ne doit pas agir contre le thermique. Le combat, c'est la pollution. C'est-à-dire qu'il faut se battre contre la pollution. Donc se battre contre la pollution, ça nécessite le fait de laisser une indépendance et un choix industriel et énergétique pour chaque concession, pour chaque constructeur, qui lui permet de trouver les bonnes solutions pour améliorer les émissions polluantes des véhicules. Là, on a tout misé sur l'électrique et on se rend compte que ça marche pas. Donc forcément, on revient en arrière, on rétropédale. Les ventes de voitures électriques en Europe sont en baisse avec 13,6% de part de marché en moins pour l'année 2024. Le coût, la fragilité, le manque d'autonomie et même la dangerosité sont autant de facteurs dissuasifs pour les automobilistes. Pas de quoi empêcher Ursula von der Leyen de célébrer la voiture électrique. Lors de son discours sur l'état de l'Union, la présidente de la Commission européenne a plaidé pour la voiture européenne, une voiture électrique présentée comme propre, efficace et légère, économique à un prix abordable et construite ici en Europe grâce à des chaînes d'approvisionnement européennes. Qu'on le veuille ou non, l'avenir sera électrique et l'Europe sera un acteur de ce futur. L'avenir des voitures et les voitures de l'avenir devront être construits en Europe. Mais les dirigeants européistes ont bien dû se confronter aux réalités du terrain. Mais pour combien de temps ? On est en 2025 et on est déjà en train d'assouplir 2035. Alors autant vous dire qu'en 2034, on assouplira encore. C'est un assouplissement, c'est un premier assouplissement. On sait très bien que personne n'est prêt. Les mesures que l'on veut mettre en avant pour transformer le parc automobile en si peu de temps, c'est injouable. Ce n'est pas jouable. Et je vais d'ailleurs donner un chiffre approximatif. Mais on a en gros en France, un Français sur deux qui ne dispose pas de place de stationnement. Il n'en a pas. Il n'a pas de place de stationnement qui lui appartient. Comment voulez-vous que ce Français soit attiré par un véhicule électrique alors qu'il ne peut pas le charger ? Ça paraît quand même d'une évidence, c'est une lapalissade. Le véhicule électrique est un véhicule qui peut séduire ceux qui vont pouvoir le recharger à domicile ou des gens qui se fichent de le recharger très cher à l'extérieur, mais en tout cas, il ne répond pas aux besoins de tous les Français. Voilà pourquoi l'énergie électrique, pour le moment, n'est pas mûre pour remplacer le parc auto traditionnel. Quand on parle de croissance du marché de l'électrique, de l'envol du marché de l'électrique, en gros, dans les meilleurs des cas, on en vend 20%. Ce qui veut quand même dire qu'on vend 80% de véhicules thermiques. Donc je veux bien tout entendre.
Mais non seulement le scénario de la mutation totale du parc auto n'a pas commencé, mais l'inertie du remplacement du parc auto n'a toujours pas commencé non plus. Reste à savoir quel sera l'avenir de l'automobile en Europe sur un plus long terme. Dès la fin de la réunion avec les constructeurs et équipementiers, le commissaire européen Stéphane Séjourné a affirmé que cet assouplissement n'était en aucun cas un renoncement à leur trajectoire. On a un don quand même en Europe et particulièrement en France, c'est de scier la branche sur laquelle on est assis. On avait des constructeurs auto qui faisaient des véhicules qui étaient quand même plutôt pas trop mal sur l'énergie thermique, qui étaient en train d'évoluer avec des innovations technologiques constantes qui permettaient de polluer moins. Au final, on a décidé à l'échelle européenne d'assassiner nos constructeurs européens. Donc il ne faudra pas se plaindre que les constructeurs chinois envahissent le territoire européen et français pour nous vendre des produits électriques qui sont de meilleure qualité que ceux qu'on produit et moins chers. Donc le français, il est comme tout le monde, il veut bien acheter français, il n'y a aucun souci. Mais si ça lui coûte son bras, sa chemise et ses yeux, il préférera consommer autrement. Regardons les smartphones. Aujourd'hui, tous nos smartphones qu'on tient entre nos mains sont produits en Asie quasiment. C'est bien la preuve qu'il faut faire extrêmement gaffe quand on est en train de parler de mutation du marché du véhicule, parce qu'on est en train de tuer et de saborder notre économie. Et nous restons en compagnie de Renaud de Bourleuf, cette fois pour l'actualité en bref. Le Cornu fait dans le recyclage. Thierry Solère, ancien Les Républicains rallié à la Macronie et très proche du nouveau Premier ministre, lui servirait même d'intermédiaire en coulisses. L'ancien député des Hauts-de-Seine, enchanté par la clôture de l'information judiciaire concernant une dizaine de soupçons d'infractions financières en 2023, continue donc d'animer les relations au cœur du pouvoir. Il avait notamment été pointé du doigt comme l'organisateur de dîner au sommet. C'est ainsi que l'on avait appris que Marine Le Pen avait ripaillé avec Édouard Philippe après son passage à Matignon, chez l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron. Connu pour grenouiller avec tous les partis politiques, Thierry Solère pourrait donc être la cheville ouvrière du futur gouvernement de coalition de Sébastien Lecornu. Journaliste né avant la honte, quelques jours après avoir été pris la main dans le pot de confiture de la collusion, Thomas Legrand et Patrick Cohen réclament par voie d'huissier l'intégralité des vidéos du magazine L'Incorrect. Pour rappel, les images et le son révélaient que les deux figures de France Inter œuvraient, dans le cadre de leur fonction, à une déstabilisation de Rachida Dati au profit de la gauche. Une initiative qui s'inscrit dans la logique de la patronne de Radio France, Sybille Veil, qui s'est adressée aux salariés pour dénoncer ce qui orchestre une campagne de déstabilisation contre son institution publique. Une position qu'elle défendra mercredi devant l'Arcom, aux côtés de la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte. Même pris en flagrant délit de parti pris, le système refuse de faire amende honorable. À qui confiez-vous vos enfants ? Selon des révélations de Mediapart, l'Académie de Montpellier a nommé dans le département de la Lozère un individu condamné pour détention de fichiers pédopornographiques afin de former les enseignants du primaire au programme dit d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Rappelons qu'il s'agit du programme apprenant aux élèves de maternelle à nommer leur partie intime ou leur enseignant qu'on peut avoir de papa ou de maman. Vendredi, le recteur de l'académie a retiré la fonction de l'individu. On ne mord pas la main qui nourrit, c'est sans doute le calcul fait par les firmes Total, Nestlé, Danone et bien d'autres quand elles décident de financer la ripaille des soirées étudiantes de l'école d'ingénieurs AgroParisTech, comme le révèle le site Reporter. Selon le média en ligne, plusieurs dizaines de milliers d'euros seraient offerts chaque année au bureau des étudiants pour l'organisation de ces soirées. Un don vraisemblablement très intéressé. En effet, l'objectif de ces grandes entreprises ou organisations, dont certaines sont publiques comme l'INRAE, l'ANSES ou les ministères de l'écologie ou de l'agriculture, est de recruter largement parmi les meilleurs élèves de ces écoles élitistes. La pratique est d'ailleurs développée dans toutes les grandes écoles de France. Conscients du problème, de nombreux étudiants ont voulu couper cette influence en rédigeant une charte éthique pour limiter les potentiels conflits d'intérêts. Mais la direction de l'école l'aurait aussitôt censuré. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale. Un blanc-seing. Voilà comment Benjamin Netanyahou semble avoir reçu le soutien de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. En visite en Israël dimanche, ce dernier a réaffirmé l'indéfectible alliance entre Washington et Tel Aviv, malgré les récentes frappes israéliennes sur le Qatar, au mépris des intentions de Donald Trump. Une tolérance que Benjamin Netanyahou semble avoir particulièrement appréciée, au point de redoubler d'intensité les frappes sur Gaza dans la nuit de lundi à mardi. Le ministre de la Défense Israël Katz s'est d'ailleurs fendu d'un tweet pour affirmer que Gaza brûlait grâce à l'action commandée à Tsahal pour libérer les otages. Rappelons que le bombardement au Qatar a tué plusieurs personnes au cœur des pourparlers pour ramener les otages chez eux.
Boualem Sansal rejette ses fervents soutiens. L'écrivain incarcéré en Algérie et condamné à 5 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale a fait savoir par le biais de son éditeur Gallimard et de son épouse qu'il refusait sa nomination pour le prix Sakharov de cette année 2025. La raison, son nom a été proposé par le groupe des Patriotes présidé par Jordan Bardella au Parlement européen. L'écrivain, adulé et érigé en symbole par certains, aurait ainsi expliqué que son absence ne justifiait pas que l'on associe son nom, je cite, à un mouvement dont la radicalité politique est étrangère à l'esprit de tolérance qu'il a toujours promu. Le massacre du Bloody Sunday devant la justice. Lundi à Belfast, en Irlande du Nord, le procès d'un soldat britannique s'est ouvert pour meurtre et tentative de meurtre le 30 janvier 1972. Ce jour-là, environ 200 nationalistes irlandais défilaient dans les rues de Derry quand l'armée britannique a ouvert le feu, tuant 13 personnes et en blessant 14 autres. L'intervention a été justifiée par la supposée présence de terroristes de l'IRA, ce qui n'a jamais été avéré. Il a fallu attendre 2010 pour que Londres reconnaisse l'innocence des victimes et présente des excuses. Plus de 53 ans après les faits, c'est la première fois qu'un militaire passe devant les tribunaux. Pour les donneurs d'ordre, visiblement, il faudra encore attendre. Donald Trump refaçonne la Banque centrale américaine. Lundi, le président des États-Unis a nommé un de ses conseillers économiques à un poste de gouverneur de la Fed. Stephen Miran obtient alors un mandat de quelques mois seulement. En effet, il remplace le gouverneur précédent nommé par Joe Biden et ayant démissionné sans donner d'explication. Stephen Miran doit donc terminer son mandat qui court jusqu'au 31 janvier 2026. Le Congo ravagé par le terrorisme. Dans la nuit du 8 au 9 septembre, 2 villages du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, ont été attaqués par les forces démocratiques armées, un groupe ayant prêté allégeance à l'État islamique. Dans le village de Ntoyo, au moins 71 personnes ont été massacrées alors qu'elles participaient à une veillée funéraire catholique. Plusieurs maisons ont été incendiées, une centaine de villageois ont été enlevés. Quelques heures plus tard, à une centaine de kilomètres, les forces démocratiques armées ont attaqué un autre village, massacrant une trentaine d'habitants. La population locale pense à une attaque visant spécifiquement les chrétiens. Malgré l'accord de paix signé en juin entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la situation dans le Nord Kivu ne s'est pas vraiment améliorée. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Choc du Monde. Édouard Chano reçoit le fondateur du Cercle Aristote, Pierre-Yves Rougeron, pour évoquer la prochaine rencontre Trump-Zelensky et le rôle de la France face au conflit ukrainien. C'est à présent le moment de se quitter. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.